Et tu peux le mettre en vidéo vedette. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, l'enregistrement, il est en route. C'est bon, Rav Zerbi, vous pouvez commencer. Hein. Bon, alors, Erev Tov à tout le monde. Je vais me permettre, je vais vous prendre quelques minutes. J'ai une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est le Yud Aleph. Hier, c'est le jour du Yortzeit de mon papa, Zichron Ibracha. Et malheureusement, je n'ai pas eu le route de pouvoir dire Kaddish pour lui. Par contre, depuis quelque temps, donc, je m'évertue à finir une Maserta et j'ai fini la Maserta avec l'aide de Dieu, Yoma. Maserta qui nous approche vraiment de Mashiach, qui nous enseigne toute la avoda du Kohen Gadol. Rav Zerbib, est-ce que vous voulez que je fasse Kaddish demain parce que je vais au Minyan, moi, tous les matins? Avec plaisir. Ce soir, peut-être ce soir, vous faites ou que le matin? Ce soir, j'ai déjà fait. Ce soir, les Minyanim sont déjà passés. Il est ici. Très bien. Mais demain matin, je vais au Minyan. Vous m'envoyez vous m'écrivez par WhatsApp le nom et tout. Et on va faire les Mishma. Non. Et ça, les... Donc, je fais un sioum de Maserhet Yoma, Leilou Nishmat, mon papa, Avi Morim, il s'appelait donc Eliaou Ben Fradji. Donc, je suis Messayem, la Gemara dit comme ça, Tane Tana Kame de Rav Nachman, Aro Ikeri Beyom Akipurim, Avonotav Mochulim. Très drôle, sioum, non classique, celui qui voit une pollution nocturne le jour de Yom Kippour, on lui pardonne toutes ses fautes. La Gemara attaque, elle dit, mais Atania, Avonotam Sedorim, au contraire, dans une baraita, c'est marqué que ces avonotes sont présentés devant le Bedin Shelmala pour lui donner ce qu'ils méritent. Mais Zorim, la Gemara répond, Sedorim limachel, non, pas arrangé devant le Bedin pour le punir, au contraire, c'est pour lui donner la mechila. Tana de Rabbi Ishmael, Aro Ikeri Biyom Akipurim Yid'ag, Kol Hashana Kula. C'est m'a rapporté dans Rambam, celui qui voit une pollution nocturne, eh bien, le jour de Yom Kippour, il doit être inquiet toute l'année. Et s'il reste vivant, bonne santé toute l'année, alors il a une promesse formelle qu'il est Ben Olamaba, il aura l'Olamaba. Amar Barman Baritzak, Teda, la preuve, chez Kol Aoulam Kulo Raev, la preuve c'est que tout le monde est affamé du Tashmish Hamita, c'est interdit à Yom Kippour. Et où savait, lui, il a eu une svia, il a un peu profité de la chose, sans le vouloir bien sûr, pas d'advertance, c'est assourd, mais bon, dans les faits, ça s'est passé comme ça. Qui atteint Rabdimi Amar, non, regardez, c'est extrêmement étonnant. D'abord, on dit il s'inquiète toute l'année, et les derniers mots, la dernière ligne, qui atteint Rabdimi Amar, ma fiche chaye, sagé ou masgué. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi, extraordinaire ces mots. Zé Shera Akeri Beyom Akipurim, Sagé ou Masgué. Alors, écoutez bien, ma fiche, Bebanim ou Bebanim, Shekach Hasiman Irezera Yarich Yamim. Extraordinaire. D'un côté, on dit qu'il doit s'inquiéter, de l'autre côté, on dit qu'il va avoir Yarich Yamim, il va avoir des enfants et tout. Voilà. Fin de le Adran Alach Yom Akipurim, Vesal Kalach Masechet Yoma. Un petit mot d'une sikha du Rabbi. J'ai rapratit. C'est sur Acharemot, on a fait il y a quelques jours. On parle du Beth Amikdash. Le Rabbi s'interroge. En général, il faut toujours finir avec Davar Tov. On finit toujours avec Davar. Même quand on vous dit des choses négatives, il faut toujours finir avec Davar Tov. Et quand on finit, la dernière halakha qui nous a rapporté, celui qui voit un kéri, une pollution nocturne, alors il doit s'inquiéter toute la nuit. C'est tout ce que la Gemara, les Émoraïm ont choisi pour finir. La vadaï, c'est que derrière cela, quelque chose d'extrêmement profond. D'abord, il y a un diouk. Yid'a kol hashana kula. C'est pas marqué siman ra. Quelquefois, quand il y a ce genre, on dit c'est pas un bon siman, pas un bon mazaz, pas un bon siman. C'est marqué que c'est pas un bon siman. C'est marqué yid'ag, il doit s'inquiéter. L'inquiétude, ça ne veut pas dire que ça va être négatif. Ça veut dire que Dieu t'a donné une situation. C'est la Shgacha Pratit qui a fait la chose. Dieu t'a donné une situation grâce à laquelle tu vas pouvoir être mis à faire les Inyanim. Comment tu vas changer tous les Inyanim? Ça, c'est tout le symbole de la
tchouva mais ahava, de la tchouva, la supérieure, la grande. Je suis vraiment beaucoup Mukatser, hein, je raccourcis beaucoup, je résume. Mais la tchouva mais ahava, que tellement grande que les pas seulement les avonot beshogeg, même pas seulement les shigagot, mais même ce que l'on a fait, Bémédit, les zdonot, naasulahem, pas seulement comme des shgagot, mais comme des mitzvot. C'est ça qui me ramène ici. On te dit, inquiète-toi, à cause de beaucoup de une situation très négative. Baal Kri du jour de Kippour, c'est une angoisse. C'est une angoisse. On a l'impression que tout, ça y est, le monde s'effondre. Dieu ne va pas accepter notre tchouva. Au contraire, inquiète-toi toute l'année, ça veut dire fais un effort très fort, très puissant de toutes tes forces pour être mis à faire, pour changer la chose et faire cette chose-là qui semble être mésite, parce qu'on dit que quand il y a quelque chose la nuit, c'est qu'on a pu avoir des pensées la veille avant de dormir. Eh bien, ça, tu vas être mis à faire, tu vas t'inquiéter de quoi? De changer la chose. C'est pas du tout perdu, Chadu Shalom. Et tu vas faire en sorte que ça va être transformé, les mitzvot. Extraordinaire. C'est vraiment la vision chassidique des choses. De voir toujours les choses de manière positive. Quand il y a des choses négatives, tu peux le changer. Et comment ça finit? C'est extraordinaire. Il dit Rabbi Dimi, Mazge, Amay, ma fiche raillée, Sagé ou Mazge, ma fiche raillée, Mazge. Ça veut dire, je vous répète encore le Rashi, rappelez-vous ces mots, c'est extraordinaire ces mots-là. Ma fiche raillée, Zé, Shera'a, Kiri, Beyoma, Kipurim, Sagomadme, Bebanim ou Bnebanim, Shekar, Hasiman, Ire, Zera, Beachiamim. Ordinaire. Donc, c'est un grand enseignement pour nous. Hein, que ce soit aussi que le srout de mon papa, Zechon Bracha, fasse que ses enfants, ses petits-enfants continuent dans le Derech HaTorah et qu'on ait toujours cet enseignement très très fort avec lequel finit donc la Masechet Yoma, le Kippour, toute la avoda du Beth Amikdash, tout ce que l'on fait, la avoda du Kohen Gadol, elle est faite pour que toutes les choses négatives qu'on a pu vivre dans sa vie, toutes ces choses négatives, elles vont être les achriot. Pourquoi hein? La achana d'une mitzvah, parfois, c'est plus. Quand on prépare la soukha, on prépare les tefilin, il faut faire la mitzvah de tefilin. Mais la achana, elle est fondamentale. Mais quelque part, elle est fondamentale. Il faut faire une mitzvah, il faut avoir les tefilin, il faut la fabriquer. Mais finalement, l'essentiel, c'est de mettre les tefilin. Là, le fait qu'il a eu ce cri la nuit, il a eu cette chose négative, pourquoi ça va être changé? Parce que précisément, la faute, le fait qu'il a goûté la faute, sera un élément positif. Ça sera quelque chose qui va le pousser à la tchouva. Et donc, il sera davantage méritant que le tzaddik qui n'a pas cette force-là. Lui, ayant été dans un endroit de Tsia avec Salmavet, un endroit dans le désert, il était assoiffé, celui qui a connu la soif. Alors là, quand il arrive dans l'oasis, il apprécie l'oasis. C'est ça qu'on espère que tout le monde ait cette soif que le Rabbi veut nous dévoiler, veut nous donner de l'absence de Mashiach et que Bezrat Hashem, il se dévoile à nous. Voilà donc le sioum de Masechet Yoma. Et je souhaite à chacun de faire des sioumim. Je rappelle à chacun que c'est un milak Chabad, un usage Chabad, de tout faire pour finir une maserta. Ou vous suivez d'Afayomi, vous suivez des shiurim, ou vous essayez de prendre même des masertot petites, mais c'est une grande mitzvah de finir une maserta tous les ans. C'est un milak Chabad kadoum depuis des centaines d'années. Alors bon, chers amis, je vous reprends maintenant sur les melachot Shabbat. Je prends quelques minutes aussi pour réviser. Prenez l'habitude, réviser, prenez des notes, révisez. Parce que Chazorba, c'est une akrabat entre Mincha et Mari, vous savez, le Shabbat, d'apprendre il Cheta, Gvirta, le Shabbata, apprendre les Chot Shabbat. Nous avons étudié hier la melacha de Tochen et la melacha de Lâche. Broyer, écraser, moudre et la melacha de pétrir. Je vais rajouter à ce que j'ai dit hier, donc je vous rappelle très brièvement, hier nous avons vu que la melacha d'écraser, donc de moudre, c'est dans les guidou les carcas, légumes et fruits, mais pas ni dans les œufs, ni le poisson, ni la viande, parce que ça ne pousse pas dans la terre. Par contre, la terre elle-même, la boue, il y a 8 tochen. Ça veut dire que si un jour vous êtes éclaboussé, et puis dehors, il y a une voiture qui passe, Shabbat, bon, peut-être en Eretz Israël, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de voiture, Baruch Hashem. En France, il y a toujours des voitures. On va à la choule, hop, on est éclaboussé, donc on a
de la boue sur le vêtement. La boue a séché sur le vêtement. Il est interdit de gratter la boue. Pourquoi? Parce que quand vous grattez la boue qui est sur le vêtement, et on pulvérise cette boue. Pulvériser, la terre, ça s'appelle aussi guidou et carca. C'est du carca. Donc, comme ça, écraser, gratter la tâche, c'est interdit. Par contre, c'est une question que je demande tout souvent aux élèves, donnez-moi un cas où j'ai une tâche sur ma veste et que j'ai quand même le droit de gratter. Alors, je ne vais pas vous laisser réfléchir longtemps, je vous donne la réponse tout de suite. C'est tout simple. Imaginez que vous ayez mangé une bouillie, du légume écrasé. Donc, il y a une tache qui est tombée sur votre surtouque ou sur votre chemise. Maintenant, ça a séché. Vous avez donc de la pomme écrasée, la compote de pomme. Donc là, il est parfaitement permis de la gratter, tout simplement. Essayez de vous rappeler ce que l'on a vu hier, que en isur tochen achar tochen, la pomme ou le légume que vous avez déjà écrasé lorsqu'on a cuit, on a préparé des salades. Donc on a une salade de n'importe quoi, de carottes, de navets, n'importe quoi qui est tombé écrasé. On fait beaucoup maintenant des légumes comme ça écrasés. Eh bien, dans la mesure où ça a déjà été écrasé avant Shabbat et que c'est tombé, ça a séché sur votre vêtement, le fait de la gratter, de l'enlever, n'est pas interdit du tout. Tout simplement parce que c'est en tochen, achar tochen. Ça a déjà été pulvérisé. C'est une bonne question que je demande. Souvent, je demande, vous avez deux tâches sur votre sirtouk, il y a une qu'on a le droit de gratter, l'autre non. Quel est le cas? Eh bien, la réponse, si c'est de la boue, c'est assour. Si c'est de la soupe de légumes, c'est mouta. Voilà, une petite chazara de ce qu'on a vu hier. Maintenant, je vais revenir aussi sur la mlacha de lâche aussi. Donc, on a vu dans Tochen, rappelez-vous qu'on a le droit d'écraser avec le manche de la fourchette parce que c'est un chinouille. On a le droit aussi d'être lâche avec les deux chinouilles, rappelez-vous. Mayonnaise, thon écrasé avec de la mayonnaise. Nous avons dit, vous faites rencontrer la mayonnaise et le thon dans un ordre différent de l'habitude. Et quand vous mélangez la tarovette, le hérouf, proprement dit, on fait de haut en bas, de droite à gauche. On a déjà parlé de ça. Il y a une exception à ce din. Il y a un din dans la Gemara qui s'appelle Zerapishtan. Zerapishtan, donc le lin, les grains de lin. Là, on voit des vêtements en lin, mais aussi, sachez que c'est une graine, on fait de la farine de lin. Si on met de ces grains, ce zerapishtan dans de l'eau, on le laisse comme ça macérer, d'elle-même, ça fermente comme ça et ça fait une pâte automatique. Donc, dès l'instant qu'on est dans la même situation, on est dans de l'eau, automatiquement, ça s'agglutine comme ça fait une pâte, c'est interdit. C'est quoi? De quoi je parle? Tout simplement, la purée, les flocons de pommes de terre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez le flocon de pommes de terre, mettez de l'eau chaude, je ne rentre pas dans le problème de bichoul pour l'instant. On va dire dans Kedish Fichi, non, il n'y a pas de problème de bichoul. On parle que de lâche. Dès que vous mettez de l'eau dans vos flocons de pommes de terre, ça commence à s'agglutiner, à faire de la purée de pommes de terre. Certes, pour que ce soit plus onctueux, on a l'habitude de bien remuer et tout. Mais même sans remuer, la pâte, elle se fait. Donc, dans tous ces cas, c'est interdit. Donc, malheureusement, il y a des mamans qui ne vont pas être contentes, il y en a qui ne savent pas. Eh bien, sachez qu'on n'a pas le droit de faire de la purée mousseline pendant Shabbat. Donc, si vous voulez donner des pommes de terre à votre bébé, vous prenez des pommes de terre qui sont déjà cuites, vous prenez une fourchette et vous l'écrasez avec le manche de la fourchette. Par contre, prendre des flocons, la purée mousseline, flocons avec de l'eau, hop, et là, ça se fait tout seul, ça c'est interdit en Shabbat. Retenez cette chose-là. Beaucoup ignoré, souvent l'occasion, le mérite de rappeler ça aux femmes. Bon, Hachem, il y a des solutions, je vous ai dit, écraser, il y a toujours des solutions avec un chinouille, etc. Voilà, ça c'est une petite chazara, donc une petite révision sur les deux melachot que nous avons vus hier. La melacha de Tochen et la melacha de lâche. Maintenant, je suis un petit peu, j'ai pas parfaitement suivi l'ordre des melachot, mais j'ai une kavana pour cela. On saute maintenant à une autre melacha qui est la melacha de dash. Mazé dash. Quoi dash? La douche. Dash, c'est battre le blé en français. Une fois qu'on a moissonné, qu'on a coupé le blé, qu'est-ce que l'on fait? On prend, à l'époque, on prenait du bois, des branches, et on tapait dessus. C'était que le but du jeu, c'était quoi? C'est que dash, c'est pas une question de borer, c'est pas une question de faire un tas de psolettes et un tas de ochel. Non. Le but, c'est de décoller le grain de l'épi.
vous avez un épi, vous avez dedans un grain. Quand on tape dessus, ça se décolle. Le fait de décoller, même que c'est toujours mélangé, ça s'appelle mlacha de dash. Ça paraît très abstrait, tout ça, en quoi ça nous concerne. On passe après s'amuser à acheter des grains de blé à taper dessus. Sachez que c'est une des melachot les plus shrichot, les plus appliquées, les massées dans la pratique, qu'est la mlacha de dash. Et je vais vous donner plusieurs exemples, tout de suite dans le concret. Vous savez que les mlachot, il y a des avot et il y a des toldot. Il y a des chefs de file et il y a des dérivés. On va maintenant aller directement aux dérivés, c'est là que l'on voit la chose qui est quotidiennement, en tout cas de manière hebdomadaire, tous les Shabbats. Lorsque l'on prend du raisin ou des olives, prenez du raisin. Vous n'avez pas de vin, vous avez besoin d'un petit révit de vin pour faire votre kidouche. Vous prenez 100 grammes de raisin, vous écrasez. Qu'est-ce que l'on fait? En écrasant, on extirpe, on extrait le jus qui est dans les alvéoles. Vous savez, dans le raisin, il y a des petites alvéoles comme ça. Nos chachamim, on va rapporter dans la Gemara Shabbat, ont donc fait la comparaison et ils ont dit que le fait d'enlever ce jus des petites alvéoles du raisin, de même dans les olives aussi, le fait d'écraser, d'extirper le jus, sortir l'huile de l'olive ou bien le jus de raisin du raisin, c'est une tolda, c'est un dérivé de la mlacha de dash. Celui qui a la bonne idée de prendre 100 grammes de raisin, par inadvertance, il ne connaît pas la halacha, il les écrase, il fait son réveil de vin, il fait son kidouche, il doit, Bezat Hashem, demain, Mashiach vient, il va compter un korban de plus à apporter pour un korban khatat pour se faire pardonner. On est une tolda, donc c'est tout à fait dans le quotidien entre genre de choses. Bon, ça, Minatora, ce sont les deux fruits sur lesquels il y a interdiction de Minatora. Toute une discussion, quels sont les cas qui sont Minatora sans dire Rabbanan, cela c'est Vadaï Minatora. Les autres fruits, du jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de mandarine, c'est un son Minarabanan seulement. Une des idées, il y a deux idées qui sont ramenées dans les poskim. Une des idées la plus courante, la plus facile à comprendre, c'est que les olives et le raisin, on le plante, on fait pousser, on l'amène, beaucoup plus pour leur jus que pour le fruit lui-même. On consomme beaucoup plus de vin, du jus de raisin, que l'on ne mange de raisin dans le monde. De même, on consomme beaucoup plus d'huile d'olive que d'olive elle-même. On mange des olives, mais si vous regardez la production mondiale, d'olive, elle est plus réservée à faire de l'huile d'olive plutôt que de manger des olives. Donc, c'est Minatora. Par contre, dans les autres fruits, ce n'est pas comme ça. Si le derrière change, ces dernières années, on essaie de vérifier, même en Amérique, avec tout ce qu'ils font comme jus de pamplemousse, etc., il n'en reste pas moins que Adayom, la majorité, c'est pour la consommation et ce n'est pas pour les jus. Adayom. De toute façon, il y a une autre raison pour laquelle il y a une différence entre ces deux fruits, à savoir l'olive et le raisin et les autres. C'est une question de Kabbalat Touma, etc. Donc, ce sont celles qui sont Minatora, les autres, c'est Midirabanan. En deux mots, je résume. Faire un jus de fruits, jus de raisin, jus d'olive. Bon, on va faire jus d'olive. C'est Assour Minatora. Jus de fruits, quel qu'il soit, c'est Assour Midirabanan. Mais c'est Assour. Ça change rien pour nous. C'est livré Sofrim, nous, c'est interdit. Point final. Mais Shmartem, Mishmarti, donc tout ce que nos Chachem nous disent, on l'accomplit. Je dis bien, lorsque le but, c'est d'obtenir un jus, d'obtenir, à l'image du jus de raisin, j'ai besoin du jus de raisin. Si maintenant, j'écrase mon fruit sur un ochel, sur un aliment, je veux donner un goût, je prends un citron, je veux le presser sur du riz, sur du couscous, ou bien j'ai une nouvelle recette, voilà, l'orange ou le pamplemousse que j'écrase, que je presse sur une paella. Voilà. Eh bien ça, c'est permis. Pourquoi nous dit Khamim? C'est des choses qu'il faut comprendre. Il faut faire les soubiotes, Beyoun. Mais en tout cas, l'idée, c'est que lorsque le résultat obtenu, ce n'est pas un liquide, c'est un solide, ça va même. C'est considéré comme un ochel, ce n'est pas considéré comme la mlacha de dash. On ne voit pas qu'en fait, on a extirpé
que l'on a extirpé donc le jus. Donc, dès l'instant que le résultat, bien que dans l'air, on le voit le jus, mais puisque le résultat final, c'est que l'on retrouve dans le couscous, dans le riz, dans les salades, etc., donc c'est permis. Donc, il est interdit de presser. Par contre, presser sur un aliment solide, cela est permis. Voilà donc une tolda, une dérivée de la melacha de Dash. Je vais continuer. Enfin, là, on en a plusieurs et c'est vraiment très, très démassé tout cela. Une autre, alors là, je vais peut-être me mettre certaines dames et ados, mais je suis obligé de le dire. Être sochet un vêtement, c'est aussi interdit. Une éponge, tout le monde comprend qu'une éponge, ben, n'a pas le droit de prendre une éponge mouillée et puis nettoyer la table. Pourquoi? Parce que vous appuyez sur l'éponge, forcément on appuie sur l'éponge, et si on la mouille l'éponge, parce qu'on est intéressé par le fait que le liquide qui est à l'intérieur sorte et nettoie mieux, donc utiliser une éponge interdite. Pas chouette. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Imaginez qu'il y a un enfant qui se fait un petit bobo. J'ai besoin de mettre de l'alcool, du mercurochrome, de l'éosine sur le petit bobo. Je peux parfaitement lui mettre l'éosine directement, puis prendre un morceau de coton, un Kleenex quelconque, un mouchoir en papier, une serviette, et puis j'étale sur le bobo. Pas de problème. Mais souvent, qu'est-ce que l'on fait? On prend le coton, on prend le Kleenex, on le trempe dans l'alcool, on le trempe dans l'éosine, et puis on badigeonne le petit bébé. On badigeonne le petit bébé. Eh bien ça, c'est interdit parce que quand vous mouillez le tissu, le coton, afin de badigeonner le petit, vous êtes intéressé par le fait que le liquide qui s'est accumulé à l'intérieur du coton, il sorte. Le fait que le liquide sorte de l'eau, c'est assimilé à ce qu'on a vu tout à l'heure, le jus de raisin qui sort du raisin, c'est assimilé à la base, le have, qui est dash, qui est extirper le grain de l'épi. On ne peut pas inventer ça tout seul. Hein. Les Chachamim ils savent, Baruch Hashem, ils le savent, Chachamim Shobisina, ils le savent, ils doré d'Europe. Comme ça, c'est longuement expliqué tout ça dans la Gemara. Donc, à cause de ça, mes chers amis, alors je suis désolé de vous dire que l'usage des lingettes mouillées est interdit. Je sais qu'il y en a qui m'ont crié au scandale, c'est pas vrai, je suis marmire. Non, je pense que je ne suis pas marmire. Pour moi, c'est évident. On a fait plusieurs expériences. D'année en année, il y a des élèves qui m'ont apporté des lingettes. Ils m'ont dit, mais non, il y a très peu de liquide. À chaque fois qu'on m'a amené des lingettes, on a fait l'expérience. Alors, on prend la lingette, on appuie dessus et vous voyez le jus qui coule. Faites l'expérience, vous allez voir. Il y en a qui sont sortis il y a quelques années en Eretz Israël, des bons businessmen, c'était marqué Kacher les Shabbat. Peut-être l'idée, c'est qu'ils ont mis très peu de liquide, donc il n'y a pas un problème de srita. Moi, je ne vois pas comment on peut donner un guéder, une agdara dans ça. L'agdara qui est marquée dans certains, c'est, je vous la donne, c'est Tofeach almenat liatpiyach. C'est que votre lingette elle est suffisamment mouillée pour mouiller un autre endroit. Ça veut dire, prenez la lingette, vous mouillez votre main gauche, par exemple, et vous prenez la main gauche et vous mouillez la main droite. Si la main droite ne se mouille pas, c'est qu'il y en a tellement peu qu'il n'y a pas à sauver. Disons que c'est ça l'agdara. L'expérience a monté, faites l'expérience, achetez la lingette, prenez la lingette, mouillez la main gauche avec, appuyez bien dessus, un petit peu d'humidité, mettez dans la main droite et vous allez voir que la main droite elle est mouillée. Donc c'est plus que tofer hanater. Vous savez que c'est un mot que le rabbi, petite parenthèse, c'est un mot que le rabbi utilisait souvent, tofer almenat latpia. Il dit qu'un juif, on doit être suffisamment imbibé de Torah, de Chassidou, d'Eret Shamaim pour pouvoir réimbiber un autre. Hein. Toféar, mouiller pour mouiller quelqu'un d'autre. Ça, on se rappelle le concept. Donc, pour moi, vous allez, alors les dames me disent, mais comment on va faire? Comment on va nettoyer les enfants? On va nettoyer les bébés, comme nous-mêmes, nous avons été nettoyés par nos mamans. Hein, on nettoyait, on prenait de l'eau tiède, elle lavait l'enfant, et puis elle séchait avec du coton. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous mettez l'éosine directement sur le bobo, et ensuite vous prenez le coton doucement, là, vous n'êtes pas intéressé par l'éosine qui est dans le coton qui va sortir pour guérir le bébé. Le bébé, il va guérir, il a pris son médicament directement, vous mettez directement l'alcool ou l'éosine ou le mercurochrome. Et seulement après, vous badigeonnez avec vous avez le droit de mouiller la lingette si elle est sèche, hein, la serviette en papier, le Kleenex, vous avez le droit de le mouiller, donc vous badigeonnez avec ça. Donc retenez,
pour moi, c'est interdit. Vous avez peut-être entendu des. Moi aussi, j'ai entendu des grands qui ont permis à un certain moment, puis ils ont été rosés, etc. Moi, je ne vois pas comment on peut permettre les lingettes. On est intéressé quand on prend une lingette par le fait de nettoyer et d'utiliser l'humidité, l'eau, le produit qui est dans la lingette, qui doit sortir comme une éponge. Je prends une éponge mouillée, je suis intéressé en appuyant dessus que le liquide sorte pour nettoyer ma table. Donc pour moi, c'est interdit. Voilà. Bon, ben, encore une fois, il y a 1000 manières de nettoyer les enfants sans les lingettes. Maintenant, on est gâtés. Les lingettes, c'est en veux-tu, en voilà. C'est pour les enfants, c'est pour les tables, c'est pour les chaises, c'est pour tout. Shabbat, on s'en abstient. Petite anecdote, une personne m'a dit, bon, on va les laisser un petit peu sécher. Oui, d'accord, ouvre le paquet, laisse un peu sécher. Il laisse sécher. Le lendemain, il était complètement sec. Alors, il n'y a pas de problème, tu peux l'utiliser, tes lingettes. C'est plus des lingettes, c'est des Kleenex tout secs. Pas de problème. Je continue. Donc, on a vu, d'abord, nous avons vu le cas de Srita des Perot. On a vu Srita des Begadim. Je vais aller plus loin encore. Dans cette melacha de Srita, ça va vous faire sourire. Si on fait un hématome de manière volontaire, je ne vais jamais faire ça en Israël, mais imaginez, vous avez la bonne idée de faire un hématome, de pincer quelqu'un. On pince très fort, ça fait un hématome, ça fait un bleu. C'est quoi le bleu? C'est qu'on a empêché le sang à circuler dans les veines de manière normale. On l'a sorti du matzloul, du système normal. Donc, vous avez extirpé le sang de là où il devrait être. C'est à l'image, nous disent nos sages, de ce jus que je sors du raisin. Donc, c'est interdit. On a dit, celui qui frappe un animal et qui fait sur la peau comme ça une tache, il peut être chayav mishum shochet d'abord, il a tué quelque chose parce que le sang là, qui s'est coagulé sous la peau, il a tué, il y a dam ou un nefesh, un peu de vie dedans. À part ça, il a coloré la peau, il y a le fait de sauver là, et puis il y a ce que vient de nous dire, il a sorti de son masloul normal, et donc c'est interdit à cause de Dash, de Dash. Bon, vous savez que les prises de sang aussi sont interdites Shabbat, c'est interdit à cause de plusieurs raisons. Donc, les prises de sang, entre autres raisons, il y a ce que je vous donne maintenant à cause de Tolda de Dash. Bon, donc nous avons vu faire un hématome, nous avons vu presser, nous avons pressé des fruits, nous avons vu presser une éponge ou des vêtements. Maintenant, je vais vous donner un cas, juste pour bien faire comprendre la chose. C'est l'avant-dernier cas. Vous savez que dans l'année, dans une certaine période de l'année, on achète des amandes vertes. Oui. Et ces amandes vertes, donc il y a une grosse peau verte. Quand on casse la grosse peau verte, vous avez l'amande fraîche. On fait souvent chez Riano là-dessus. L'amande fraîche. Et cette amande, bien sûr, elle est entourée avec une peau marron. Donc vous avez l'amande avec une peau marron qui est tout ça dans une grosse peau. Le fait d'enlever cette grosse peau, c'est une tolda de Dash aussi. Ça ressemble à Dash. C'est pas Borer. On verra la différence avec Borer. C'est pas Borer. Si ce n'était que Borer, dans la mesure où on va manger tout de suite un fruit, comme par exemple éplucher une orange, éplucher une mandarine, si je le fais pour la consommer dans l'immédiat, tout de suite après, c'est permis. On verra pourquoi, quand on fera Borer, Bezat Hachem. Mais là, l'idée, je vous la donne tout de suite. Le Xot, le Raphaïm Naï rapporte l'idée, c'est que cette grosse peau, on a l'habitude non pas de la casser, de l'enlever avant la consommation, juste avant, comme l'orange, la pomme, qu'on épluche juste avant. En général, ça se fait dans les champs. Donc, ça ressemble, c'est dommé à les dash du blé dans les champs. En général, cette grosse peau, ça se fait dans les champs. Donc, ceci est assimilé à la mlacha de dash. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis. J'ai vu une quantité de personnes qui adorent ces amandes. Hein. Comme les Tunisiens, hein, Gérard, ils prennent les amandes fraîches à la nouvelle période, eh bien, ils les ouvrent tranquillement, Shabbat, et alors, quel problème, j'épluche. Mais non, cette grosse peau, c'est une tolda de dash et c'est interdit. Bon, je vous rassure, la grosse majorité des autres fruits, les noix, par exemple, voilà, vous avez les noix. Les noix, la grosse peau de noix, c'est le derrière de l'enlever juste avant, c'est moutard, d'enlever la grosse peau de noix. Bon, chez Chabad, on ne prend pas des noix, parce qu'il y a un khachage de borer, un khachage de moukté, mais d'après le Shonao, c'est moutard. Mais parfois, on achète la noix avec le brou de noix.
Brou de noix, c'est une deuxième peau marron. Autrefois, on faisait des couleurs avec. Hein, le brou de noix, B-R-O-U. Brou de noix. Ben, enlever ce brou de noix, comme ça s'enlève en général dans les champs, c'est interdit Minatora. Bon, je vous rassure, on achète rarement maintenant des noix avec le brou de noix. Ça ne se fait plus. Ça achète déjà nettoyé, blanchi en plus. Voilà, je conclus. Maintenant, je vais revenir à la dernière tolda. Je suis dans les toldot, n'oubliez pas. Je suis dans les dérivés de la melacha de dash, battre le blé. La dernière, c'est, alors ça, au début, ça va paraître pas nous concerner, c'est cholev. Cholev, ça veut dire traire. Dans les kibbutzim, dans les années 1900, dans les kibbutzim du Froum, qu'est-ce qu'on faisait? Les vaches, elles souffraient beaucoup d'être obligées, il fallait les traire parce que le pied de la vache était énormément rempli, ça allait mal. Ces mamaches étaient tsar balechayim. Vous savez très bien, ceux qui ont eu des enfants, quand une femme a des engorgements, ça peut faire des infections. C'est très très douloureux. Quand le bébé ne veut pas téter, c'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait très bien que traire la vache, à son minatora, c'est tolda des dash, le fait de traire une vache, le lait, il pousse dans le pied de la vache, dans le crâne, dans le pied de la vache. Le fait d'extirper ce lait du pied de la vache, c'est assimilé à prendre encore une fois le grain de l'épi de blé. C'est assour minatora. Donc, qu'est-ce qu'il faisait les vous vous rendez compte? Il faisait la traite et le lait partait directement dans l'égout. Ah, vous me dites, mais ça devrait être interdit? Non. Dans la mesure où je ne suis pas intéressé par le résultat, puis ça part à l'égout, ça s'appelle melacha she'ena sricha legoufa. C'est une melacha qu'on faisait, mais sans vouloir le goût, sans vouloir l'intérêt, on va dire, de la melacha. Donc, c'est assourcement mi des rabanan. Ce n'est pas son minatora, d'après le Rabbi Shimon. Assourcement mi des rabanan. Et les chachamim m'ont permis cette interdiction des rabanan, celui sur des rabanan, mishum tsar ba'alei chayim. Étant donné que les vaches étaient en souffrance, et Verachamav, comme vous savez très bien, Verachamav comme Asav, c'est interdit de faire du tsar aux animaux. Donc, il ne faut pas faire ça aux animaux. Chachamim nous ont permis de faire un sur des rabanan, à savoir faire en jetant. Eh oui. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, ça ne nous concerne pas. Eh bien, non, chers amis. Au Hachem, j'ai eu le mérite d'avoir beaucoup de filles. Et il est arrivé parfois que l'une d'entre elles a eu des enfants, a eu un enfant qui ne savait pas, qui ne pouvait pas téter. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, dans un premier temps, on a suggéré, hein, je pense que s'il y a des femmes qui écoutent, elles savent de quoi je parle, on a suggéré de tirer le lait avec un tire-lait mécanique et de jeter le lait. Et même de faire en sorte, pas de récupérer. Et il y en a des tire-laits mécaniques comme cela. Il y a des tire-laits où on est obligé de récupérer le lait, après on le jette. Ça va en deux temps. Dans un premier temps, on récupère le lait. Donc, c'est Karov de dit sur Torah. Alors, ce qu'on fait, on s'arrange pour avoir un tire-lait où on ne récupère pas le lait, ou même si on est obligé qu'il y ait une bouteille au bout du tire-lait. J'espère que je me fais comprendre. Hein, vous me poserez des questions, préparez les questions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on faisait? Les poskim, ils suggèrent la chose suivante, de mettre à l'intérieur du kéli, de la bouteille qui va récupérer le lait, un produit à pogem, un produit qui va abîmer le lait, javel, tout ce que vous voulez dedans, de telle sorte que lorsque le lait va sortir, il sera inutilisable. De telle sorte qu'on ne fait pas la melacha asura minatora. C'est asura midera banane, parce que je ne peux pas utiliser le lait. C'est melacha chez ena tzricha legoufa. C'est comme ça qu'on faisait. Quand vous demandez tout ça, c'est bien beau, mais il y a des bébés qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de ce lait. Bon, alors ça, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question. Ça, il faut voir avec des médecins. Si le lait, si l'enfant, le bébé ne peut pas prendre un autre lait que celui de sa mère, il est mesoukan et c'est la halal. Alors ça, c'est au cas par cas, il faut demander à votre rave, il faut demander au médecin. Voilà, le bébé ne veut pas téter et le seul lait qu'il tolère, c'est celui de sa mère. Ok, alors là, c'est sakana, c'est pas chaud. Sakana, alors on tire le lait, on le donne au bébé. Vous savez, sachez que dans les hôpitaux, on connaît à Villeneuve, ils envoient quelquefois une ambulance pour aller chercher un litre de lait maternel, de vrai lait maternel, pour montrer combien c'est yakar, combien c'est cher. Déplacer 2 personnes pour aller prendre un litre de lait chez une femme qui en a un peu en trop, imaginez un petit peu la valeur de ce lait. Alors pour vous dire que si maintenant l'enfant, le petit bébé, il est en situation délicate, les médecins disent qu'il faut absolument qu'il prenne quelque chose, il n'y a rien d'autre. Les maternisés, ça ne marche pas, les boubalés, ça ne marche pas, il ne veut pas, il vomit tout, il veut que le lait de sa mère et il ne sait pas le téter, le pauvre bébé.
Dans ce cas-là, on le tire avec le tire-lait, mécanique bien sûr, et on donne au bébé. Il y a une autre solution que j'ai préconisée, je l'ai appliquée dans certains cas, et bon, au Hachem, ça marche. Retenez, hein, j'espère que vous n'aurez pas ces problèmes, mais mon expérience d'aura montré à quel point on a besoin de connaître des sortes quelquefois. C'est de mettre un tire-lait électrique sur minuterie. Sur minuterie. Par exemple, la femme, elle sait qu'elle a besoin de se dégager, de se vider, donc d'évacuer son lait toutes les 2 heures. Donc, elle mettra donc la minuterie qui va mettre en marche le tire-lait à 10 heures. Elle mettra l'appareil sur elle-même à 10 heures moins 2. Et à 10 heures pile, la minuterie va mettre le tire-lait en marche. Et donc, la femme n'aura rien fait que mettre à poser donc l'espèce de petit bouchon sur elle-même. De telle sorte qu'elle n'aura fait aucun issour. Dans certains cas, c'est très très pratique. J'ai Bédidi Avaouda, une de mes filles qui a eu un enfant handicapé, etc. Et c'est comme ça qu'elle a nourri son enfant. Donc elle mettait l'appareil sur elle toutes les 2 heures, récupérait le lait, le donnait à l'enfant. Ça peut être une solution avec des minuteries. Bon, vous voyez, donc je vous donne l'éventail des problèmes et des solutions éventuelles. Donc sachez qu'il y a un problème donc, qui s'appelle Cholev. Cholev, c'est donc tirer le lait donc, d'un animal ou d'une isha, c'est tout à fait problématique, qu'on ne permet ou en cas de sakana, ou avec les solutions que je vous ai données, avec des machines, avec des tire-lait mis sur minuterie. Voilà, c'est au courant du problème. Sachez qu'il y a un problème et il y a des solutions. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, tirer le lait d'une femme, une femme qui extirper le lait d'elle-même, c'est un issour torrent. Si elle a bon, il dit c'est plus pratique pour moi, j'ai pas le temps, mon fils, régulièrement, tous les 2 heures, je tire mon lait, je donne au bébé, c'est assour minasour. Ça ne marche pas comme ça. Donc, sauf dans les cas exceptionnels que je vous dis où il y a sakana, il n'y a pas le choix, s'il y a sakana, sakana. Et sakana, c'est avec votre arabe et le médecin, et lui, il verra avec 2 médecins quel est l'état de cet enfant. Voilà. Donc, pour, on va dire, couronner un petit peu, c'est à la chôte vous voyez, c'est lourd, hein, la mlacha de Dash, elle est lourde. Là, ça, j'ai fait en quelques minutes, là, je vois une petite demi-heure, je vais passer en revue beaucoup de mlachot, beaucoup de toldot, et qui demandent chacune une étude approfondie, aussi bien que faire un bleu, aussi bien que presser un fruit, aussi bien que traire un animal. Et ça demande une zéroute particulière. Une chose qui est très fréquente, j'ai prévenu beaucoup de personnes à la choule. Très souvent, il y a des personnes qui vont au migvé. Et puis, quand ils sortent du migvé, ils prennent leur serviette et je les vois se frotter. Au Hachem, ils prennent leur serviette et ils se frottent bien la tête. On prend, il fait froid dehors, et on n'a pas envie de sentir le froid. Sritat se'ar asur, car mouva, comme ça c'est manuel Gemara, car pasak rambam. Il y a Issour, pas Issour Torah, Issour des Rabbanan seulement, mais il y a Issour des Rabbanan de se sécher les cheveux. Ce que l'on peut faire, en sortant du migvé, on peut déjà se secouer un petit peu, pour enlever le maximum de goût de la tête. On peut prendre délicatement sa serviette et la poser sur ses cheveux, de telle sorte que la serviette va absorber les gouttelettes qui sont à la superficie des cheveux, mais frotter, c'est-à-dire extirper vraiment les gouttes qui sont à l'intérieur de la chevelure ou de la barbe, de la barbe aussi, messieurs. Pas la bonne idée d'appuyer très fortement avec une serviette sur votre barbe. Il y a aussi Sritat Se'ar. Sritat Se'ar, c'est aussi interdit midrabanan. Donc méfiez-vous, rappelez-vous de ces choses-là. Ça peut arriver par inadvertance. Je vois beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de tout ça, qui se frottent allègrement les cheveux comme ça et la barbe, qui prennent leur barbe et qui font comme ce geste-là d'appuyer dessus de telle sorte que l'eau elle coule. C'est interdit. C'est un sourd midrabanan. Voilà, je vous ai passé rapidement cette mlacha donc de Dash, donc battre le blé. On continuera dans les prochains shiurim à faire la mlacha de Zoré. Zoré, c'est le Vané, Borer aussi, sont très très proches de Salachot. Mais déjà, je vous ai passé 3 grosses mlachot qui sont Tochen, moudre, qui sont lâches, pétrir, et qui sont Dash, battre le blé. Voilà. Maintenant, j'attends vos questions. Je suis à votre écoute.
Je voudrais poser deux questions, s'il vous plaît. Quand vous avez dit que pour les pommes de terre, on pouvait les écraser avec le dos de la cuillère, est-ce que ça change si la pomme de terre elle est cuite ou crue? Alors, d'abord, je précise, madame, j'ai bien insisté, je ne parle jamais du dos. Le manche, pas pareil, madame. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, le manche. Je vous reprends là-dessus. Ce n'est pas le dos. Le dos, c'est l'habitude à faire le dos. Avec le manche, avec taka, ce qu'on appelle taka dans la main. Voilà. Ah oui, oui. Maintenant, vous demandez s'il y a une différence. Alors, il y a certains poskim qui disent la chose suivante, que quand la pomme de terre, c'est la koula, ça, c'est pour permettre davantage. Ils disent comme ça que quand la pomme de terre est tellement cuite qu'elle s'effrite pratiquement, elle est considérée déjà comme truna, comme écrasée. Donc, dans ce cas-là, certains permettent, il y a un autre mosché qui parle de ça, et qui dit que dans la mesure où maintenant le légume est tellement cuit qu'il s'effrite pratiquement, il n'y a plus tochen, il est déjà nitrane de lui-même, donc il n'y a pas besoin de le faire avec le manche, on peut le faire directement avec les dents de la fourchette. Bon, dans la mesure où c'est très difficile de savoir exactement la hagdara dans la chose, à partir du moment de quand ça s'appelle complètement écrasé, quelquefois il y a des pommes, on fait des pommes de terre, salade de pommes de terre, où la pomme de terre est encore bien dure, elle n'a pas été cuite entièrement, donc il y aura un problème. Mais sinon, effectivement, vous avez cette couleur. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. J'ai une autre question. Par rapport à Dash, j'ai entendu que pour là, il y avait éventuellement un problème d'enlever la peau. J'ai jamais compris cette histoire. Eh bien, cette histoire, si vous m'avez suivi avec les amandes fraîches, c'est la même chose. Oui. Ça veut Ah, dire que les amandes fraîches, on n'a pas l'habitude d'enlever. Dans la gousse d'ail, on n'a pas l'habitude d'enlever la gousse d'ail et de manger de l'ail. On ne fait pas comme ça en général. Vous voyez, c'est quelque chose. Quand vous prenez une mandarine, vous épluchez la mandarine, vous la mangez. Vous prenez n'importe quoi d'autre, bon, on l'épluche, on mange. La gousse d'ail, non. Pas comme ça. Donc, cette peau extérieure-là, c'est en général plutôt le derrière, surtout de nos jours, c'est de l'enlever avant. Ce n'est pas le derrière, cette peau-là, juste avant la consommation. Donc, ah, c'est d'accord. un borer qui sera permis quand on fait borer pour tout de suite, mais qui est assimilé à la macha de dash qu'on a l'habitude de faire dans les champs. C'est la raison pour laquelle c'est exactement le même dîne que les amandes fraîches de tout à l'heure. Ah, d'accord. Quand on utilise l'ail, donc il faut le préparer avant Shabbat. C'est mieux. C'est mieux. Merci. Allez-y, vos questions? Ah, oh, pas de questions? C'est inquiétant. Allez, messieurs. Rav, Oui. par rapport à Tochen que vous avez dit hier, par rapport à la mesure de la largeur d'un doigt, ça doit être la largeur et la longueur En du légume. largeur, oui. C'est en largeur. C'est dans toutes les oui, je comprends votre question. C'est dans toutes les dimensions. Ça veut dire que si maintenant vous faites des lamelles qui sont grandes, même qu'elles sont fines, c'est moutard. Il faut que dans toutes les dimensions, ce soit comme ça, vous voyez. Alors, si d'un côté, vous le faites très grande, mais un peu fine, c'est moutard. Mais si maintenant, vous les coupez dans les trois dimensions, vous faites des petits carrés, on va dire, il faut que ces carrés, ils ont au moins la largeur, on va dire 1 centimètre pour donner un chiffre, hein, c'est Ovi Etzva, c'est marqué dans le Bet Yosef. Ovi Etzva, si ça fait cette largeur, on considère que c'est suffisamment gros pour sortir de la Hagdara, de la définition de Tochen, qui donne une nuance de pulvérisation, petit morceau. D'accord. Et juste deuxième question, par rapport à Dash, vous avez dit que l'habitude, c'était d'enlever la peau de l'amande ou la peau de l'ail dans les champs. Mais si aujourd'hui on en a cette peau-là, ça veut dire que l'habitude aujourd'hui, ce n'est pas de l'enlever dans les champs. Ça peut changer. Si vous posez une bonne question, je vais donner une marloquette dans la Haronim, entre Rav Bosner, je pourrais Rav Eliashiv. Très intéressant votre question. Pendant très longtemps, ça se fait un peu moins maintenant, pendant longtemps, vous savez, les cacahuètes, l'arachide, hein, c'est de l'arachide, ça s'appelle en bon français, les cacahuètes, c'est de l'arachide. Vous aviez donc souvent 3 petites cacahuètes dans une espèce de grosse peau. Vous voyez de quoi je parle? Euh, Les non. cacahuètes, ça s'achète. Ah oui, 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 oui. On achète des gros paquets de cacahuètes et chacun, vous enlevez la grosse peau et dedans, il y a des fois 2, 3 petites cacahuètes dedans. Vous voyez de quoi je Ouais, parle? ouais, ouais. Ouais, ouais.
eh bien, pendant très longtemps, c'est une blague qu'on entendait pour les Israéliens. On dit souvent, ils s'assoient en famille et puis sur la table, il y a un peu de cacahuètes. Au bout d'une heure, il y a tout un amoncellement de déchets. Bon. L'habitude était d'enlever cette peau juste avant de manger, donc c'était moutard. C'est moutard, pas de problème. C'est pas d'âge puisque c'est borer et borer miyat pour manger tout de suite, c'est permis. Dans une chose de Rabboner, dans Shevet HaLevi, il dit que de nos jours, c'est possible, ça commence à devenir interdit. Ça va exactement dans votre sens. Pourquoi? Parce que vous savez très bien maintenant qu'il y a beaucoup moins de gens qu'avant qui achètent des cacahuètes comme ça. Maintenant, on est pressé, on achète des cacahuètes déjà avec la grosse peau enlevée. On les achète souvent sous vide, hein, dans le plastique, il y a des cacahuètes. La cacahuète est déjà épluchée. Je ne parle pas de la petite peau marron, hein, je parle de la grosse peau. La grosse peau qui contient 3 cacahuètes. Oui, la peau dure. Donc, j'ai vu, le Rabboner, il tend vers la Khumra de plus utiliser, mais j'ai vu d'autres poskim de nos jours, il dit, c'est vrai tout ça que de plus en plus on les achète épluchés, mais je ne sais pas comment c'est le derrière, mais ça reste encore maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore le derrière d'avoir, ils kiffent si je peux dire, ils ont un gros plaisir d'acheter les cacahuètes, de les éplucher, de les manger comme ça, vous voyez. Donc le derrière d'autrefois il existe, que ça se mange tout de suite, et donc c'est que borer, et borer miyad, c'est moutard quand je fais pour tout de suite. Ce n'est pas rentrer encore dans la mlacha, hein, de Dash, mais ça répond à votre question. Imaginons maintenant qu'il viendra un jour, c'est fini, on ne trouve plus de ces cacahuètes, c'est fini. Dans les usines, tout va dans les usines, il y a des machines qui enlèvent la grosse peau et vous achetez les cacahuètes sous vide. Donc maintenant, ça ne se fait toujours dans les champs, jamais avant la consommation. Ça sera effectivement, si exceptionnellement vous avez de ces cacahuètes avec la grosse peau, exceptionnellement vous avez réussi à en avoir, et bien ça sera interdit à cause de la mlacha de Dash. C'est une bonne question, vous dites, parce qu'on est là, vous voyez, on est dans les Agdarot. Des choses peuvent changer selon le derrière des gens. Donc la Agdara, c'est par rapport si on n'en trouve plus sur le marché, c'est ça? Voilà, c'est que les gens maintenant, ils n'achètent plus pratiquement. Ça se fait que dans les champs. D'accord. Vous voyez que s'il y a une marque loquette en travaillant chez Arbonner, ça veut dire que l'Agdara, elle est dure à trouver. Hein, c'est Ouais. Ok, merci. Bonjour Ave. Bonjour. Je voudrais savoir comment on fait pour préparer le thon et la mayonnaise Shabbat. Le thon et la mayonnaise Shabbat, j'ai expliqué hier qu'il faut faire avec vous arrangez pour. En général, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le thon écrasé, vous l'avez écrasé avant, mettez la mayonnaise dessus, vous mélangez comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on a l'habitude. Je dis, il faut faire. Vous mettez la mayonnaise dans l'assiette. Vous mettez la mayonnaise dans l'assiette en premier. Vous ajoutez le thon écrasé. Et le mélange proprement dit, je vous ai fait le geste hier. Vous mélangez. Je sais que ce n'est pas pratique. C'est ça le but du jeu, si je veux dire. C'est pour ça que c'est permis. Parce que le résultat obtenu, il est beaucoup moins onctueux que quand on le prépare Erev Shabbat. Vous prenez une fourchette, un peu ce que vous voulez, et vous mélangez la mayonnaise et le thon que vous avez mis en contact l'un avec l'autre en mettant votre thon sur la mayonnaise, en faisant Shetiva RM. Tenez la trame. De haut en bas, en forme de plus. Haut en bas, gauche à droite. Haut en bas, gauche à droite. Vous faites ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, et ça se mélange bien. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Plus de questions? Est-ce qu'il y a des questions encore, messieurs, dames? Oui, bonjour Rav. Bonjour. Oui, ce serait pour savoir, est-ce que c'est possible de faire une salade de fruits pendant Shabbat, avec des fruits, des raisins et tout ça? Quel serait le problème? C'est quoi votre question exactement? Au moment, quand on fait la salade de fruits, le raisin il est écrasé, automatiquement on fait du jus de ça. Non, mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ça. Je comprends. Donc, votre question, c'est qu'il y a un chachash, on va dire, quand on coupe des raisins ou des fruits, il y a beaucoup de jus qui coule. C'est de ça que vous parlez? Oui. Bon. Quelqu'un qui fait. On est bien d'accord que dans l'image, la kavana, ce n'est pas du tout d'obtenir un jus. On est d'accord. C'est d'avoir des petits, plein de fruits mélangés en petits morceaux, etc. Mais ça donne un très bon goût, le fait d'avoir du jus écrasé. Ça donne un meilleur goût d'avoir du jus écrasé, du raisin écrasé, ça donne un meilleur goût. Oui, certes. Mais on est d'accord que le but, quand vous faites votre salade de fruits, même si c'est un meilleur goût, on est intéressé. Mais vous êtes d'accord que jamais vous coupez les fruits dans l'intention qu'il y ait du jus qui sort. Vous coupez parce que vous voulez une salade de fruits. Vous avez des petits morceaux. Mais quelqu'un qui aurait vraiment une kavana, vraiment qui coupe en insistant pour avoir du jus, ça peut poser problème.
mais je pense que dans l'immense majorité des cas, vous demandez à la ménagère, à la maman, elle coupe, c'est tout. Et puis, c'est vrai, elle est intéressée, elle va même ajouter du sucre pour que ce jus soit plus sucré, certes. Mais c'est sûr, c'est quelque chose de la marche de Caven. Ce n'est pas du tout le but de la salade de fruits. Le but de la salade de fruits, c'est d'avoir des petits morceaux, d'avoir ce goût mélangé de fruits. Donc là, vous faites attention à Tochen. Il faut que les morceaux soient dans la dimension que j'ai dit avant, de l'épaisseur d'un doigt. Donc, il n'y a pas la mlacha de Tochen. La mlacha de lâche, on n'est pas en train de faire une pâte, hein, c'est pas intéressé, pas bon d'ailleurs, hein, chaque morceau il est indépendant. Il y a, comme vous dites, le problème du jus. Alors là, c'est quand même intéressant votre question parce que si vous avez comme ça beaucoup de raisins qui se sont écrasés et au fond du rabier, vous avez du jus de raisin qui s'est fait. Certains sont marqués de ne pas boire ce jus, même que j'ai eu aucune cavana de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur qu'on soit amené à un peu écraser et là on arrive à un Issour Torah. Parce que les raisins, c'est assommé à Torah. Par contre, si vous avez coupé des oranges, des pamplemousses, que là, l'interdiction de presser, c'est seulement Midera banane, donc on n'a pas craint. C'est comme on appelle Zera d'Ixera. Ils n'ont pas interdit. Donc, si vous faites une salade de fruits et que le robe, l'immense partie des fruits en général, ce n'est pas des raisins, c'est autre chose, il n'y a pas d'interdiction de profiter du jus qui s'est retrouvé au fond de la soupière. Merci. Par contre, faites attention, juste, on n'a pas encore fait cette melacha. Très souvent, lorsqu'on fait une salade de fruits, on épluche les fruits. Sachez que éplucher les fruits, on peut rentrer dans un problème de boraire si on épluche ça plutôt qu'une demi-heure avant la consommation. J'ai eu le cas au séminaire. Une demi-heure avant maximum. Hein. Sinon. Une fille au séminaire qui s'est levée très tôt à 8h du matin, elle préparait la salade de fruits, et puis elle allait faire prier, et il mangeait la salade de fruits à midi. Donc il y avait 4 heures où elle avait épluché ses fruits et le moment où on l'a consommé. Ça, c'est à Il faut éplucher tout de suite. Les fruits. D'autres questions? C'est bon? Bonjour Rav Zerbi. Bon boucle? Allez-y, Oui. je vous écoute. Bonjour. Et quand on fait une salade de fruits, on a le droit après de presser un jus d'orange dessus? Ah, surtout pas. Surtout pas. Pourtant, c'est du solide, on va dire. Les fruits. C'est comme une salade, on va dire, j'ai une salade d'avocat, je vais presser un citron dessus. Oui, effectivement. Alors, si maintenant votre salade de fruits, elle est compacte un petit peu, et vous voulez un petit peu lui donner un goût, on peut imaginer que c'est permis, mais je suis un petit peu recherche parce que, en fait, vous êtes intéressé, je vous pose la question, vous faites ça pour donner un goût à la salade de fruits ou bien pour profiter du jus? Pour donner un goût à la salade de fruits. Si c'est pour donner un goût, si maintenant vous obtenez votre salade de fruits au fond d'un ravier, un grand ravier comme ça, un grand kelly, vous avez plein de fruits qui sont agglutinés les uns sur les autres, et vous pressez dessus pour donner du goût au résultat, oui, il n'y a pas de problème. C'est exactement comme condimenter un avocat. Et comme sur un plat de fraises, on va dire, après, je mets du sucre et je presse l'orange dessus. Ce n'est pas pour avoir le jus, mais c'est pour donner le goût. Donner le goût à la salade de fruits, vous dites? Ça ou on va dire un plat de fraises. Ah, dites-moi attention, je me méfie parce que, encore une fois, répéter quelqu'un. J'ai dit, tout à l'heure, je vous ai demandé pour la salade de fruits. Maintenant, oui, je vous dis pour des fraises, un plat de fraises, un grand plateau de fraises, je vais rajouter du sucre dessus et je vais presser une orange dessus. Oui. Est-ce qu'on a le droit à ça aussi? Pareil, c'est pareil. Pareil, ok. En fait, votre orange, elle a donné du goût au tas de fraises. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Allez-y. Rav, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Vous avez dit que quand c'est guidoulé karka, c'est minatora. On est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas guidoulé karka, donc c'est moutar légamré. C'est-à-dire on peut écraser de la façon dont on veut. Oui, les œufs, le thon, oui. Alors, pour quelle raison? Dans l'âche, quand je n'utilise pas du tout de guidoulé karka, ça sera assour. Ça sera assour. D'abord, je ne sais pas, est-ce que c'est assour minatora ou ça sera assour minera banane? Je vais vous poser, si vous me permettez. Cuire Shabbat de la viande, c'est interdit. Donc, cuire de la viande, c'est interdit. Et donc, cuire un métal, c'est permis. Eh bien, c'est faux.
C'est pas parce que dans une mélacha, je vous ai dit que la mélacha, elle existe que dans l'aiguille de carca, que c'est pareil ailleurs. Ça n'a rien à voir. Chaque mélacha, là, c'est agdarot, elle a ses définitions. Il faut faire très très attention, il ne faut pas être médamé milta les milta, on ne peut pas s'amuser à comparer chaque mélacha, il faut voir dans la Gemara, les poskim, dans les rishonim. Or là, j'ai bien insisté hier, on n'a pas, quelqu'un m'a demandé la question hier, on n'a pas un éther de dire je peux être lâche si ce n'est pas l'aiguille de carca. La preuve, et je vous ai apporté le cas du thon. Le thon, vous aurez pu me dire, le thon, c'est pas guidou les carcas. Donc, je peux mettre de la mayonnaise et puis mélanger. Eh bien non. Vous voyez? Donc, faites attention. Dans l'âche, il n'y a pas ce éther que quelque chose qui n'est pas guidou les carcas, c'est moutarde. C'est pas... Autre question? S'il vous plaît, une question. Est-ce qu'on a le droit de mettre du sucre sur des fruits, sachant que le sucre, il va faire sortir le jus? Le sucre, il a comme propriété de faire sortir le jus. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire? Écoutez, on est bien d'accord, madame. Quand vous mettez votre jus maintenant, votre sucre, c'est pour sucrer les fruits. C'est pas que vous avez un peu le sucre qui s'imbibe de jus et puis manger le sucre tout seul. Vous mettez ça seulement dans l'intention de sucrer les fruits. On est bien d'accord? Oui. Donc, d'accord. Voilà, donc c'est d'avar chez Enmit Kaven. La kavana, c'est pas du tout d'extirper dans ces moutards. Mais vous avez raison que si, par exemple, saler de la viande, mélichat tabassar, c'est interdit. Parce que, effectivement, vous extirpez. Mais là, je suis intéressé par enlever le sang, vous voyez, ça s'interdit. Mais là, quand vous faites du sucre, vous êtes pour condimenter mes fruits. C'est pas du tout pour extirper, pour que. Et donc, si ça se fait mimé, là, ça se fait de même, c'est moutard. Ah, merci. Donc, allez-y. Question. Rav, on va arrêter là. C'est bon. C'est bon, messieurs, dames, c'est bon. Donc, on va se dire. Juste, je pourrais dire une chose. Pour ceux qui suivent Allez-y. régulièrement, Gérard, juste de dire un petit point. Pour ceux qui suivent régulièrement Shiurim, n'hésitez pas à écrire vos questions. Vous les donner même à Gérard. On pourrait même, à la limite, au terme de ces cours, passer tout un shiur qu'à répondre à votre question. Parce que c'est vrai que je donne souvent des cas qui sont très proches et des fois, comme on vient de dire maintenant, sont très proches. Un sourd, c'est une tard. Donc, n'hésitez pas à préparer une liste de questions pour avoir les choses claires. Alors, Yichot Shabbat, c'est Taloui qui est Chouta Seara. C'est comme un cheveu. Le cheveu, on peut passer du Issour au Éther, du Éther. D'éplucher toujours les légumes comme une salade de fruits avant de manger, dans la demi-heure qui suit le fait qu'on va le manger. Ah oui, sinon c'est une mélacha, c'est dash. Oui, Shabbat. J'ai pas. Vous posez une question là? Allô? On n'entend plus rien. Gérard, vous entendez quelque chose? Oui, Allô? je vous entends, Rav. Je vous entends, Rav. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé, je ne sais pas si c'était une question. Non, c'est bon, là. Je pense qu'on a terminé. Alors, on Donc, arrête. merci beaucoup, Rav Zerbiv. Voilà. Très intéressant.